Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le titre de votre journal de la mi-journée. L'RDC a un pas pour se rendre à Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. À défaut de sortir la chicotte pour fouetter, un match nul suffirait aux Léopards pour décrocher leur billet pour la prochaine CAN cet après-midi face aux crocodiles du Soudan au stade de Martyr. Mais tous les Congolais, beaucoup plus quelques membres du gouvernement hier lors du Conseil de ministres, ne jurent que la victoire de l'RDC. Le détail au début de ce journal. Dans l'actualité également, top départ. C'est aujourd'hui que la CENI a ouvert le porte de son bureau chargé d'enregistrer tous les candidats pour la présidentielle de décembre prochain. Cette opération de dépôt de candidature va s'étendre jusqu'au 8 octobre. Le premier à ouvrir la balle, Matata Pogno, déterminé. L'ancien Premier ministre vient de déposer il y a quelques minutes sa candidature à la CENI. On y revient dans un instant. Et enfin, après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement-banque syndicale de l'INAP sera cette fois-ci autour d'une table le lundi 11 septembre prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties sur les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. Vous suivrez le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao qui a livré cette information. C'est tout pour l'essentiel des 600 médias. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, à défaut de sortir la chicotte pour fouetter, un match nul suffirait aux Léopards pour décrocher leur billet pour la prochaine CAN cet après-midi face aux crocodiles du Soudan au stade de Martyr. Mais tous les Congolais, beaucoup plus quelques membres du gouvernement, hier lors du Conseil de ministres, ne jurent que sur la victoire de la RDC. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Guilain Kabalondi pour le détail. Les Léopards de la République démocratique du Congo n'auront besoin que d'un match nul pour se qualifier à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire. En tête du groupe I avec 9 points après avoir gagné la Mauritanie par forfait, la RDC a non seulement son destin en main, mais aussi les faveurs de pronostic de toute une nation, à commencer par le premier sportif du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement Sama II. La victoire sera du côté de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons plein succès à nos léopards et je pense qu'au-delà de la nation congolaise qui se trouve ici en République démocratique du Congo, toutes celles qui se trouvent dans tous les pays, ils auront un grand soutien et donc plein succès à eux. Demain, 2-0. Ça sera 2-1. Ça, c'est mon pronostic. Je souhaite que la République démocratique du Congo puisse gagner demain par 2-0. J'ai la foi, étant que chrétien, nous allons avoir 2 buts. Avec la force de frappe de nos léopards, je crois que ça va être 3-1. Pour être raisonnable, j'avancerai 2-0 pour les léopards. Nous allons battre le Soudan. 3 buts et peut-être qu'ils peuvent avoir un penalty pour faire 3-1. Je ne donne pas de pronostic clair, mais ce qui est sûr, c'est la victoire. Pour moi, je pense que ça sera 3-1 en faveur de l'équipe nationale. Moi, je peux dire facilement 3-0. Ça sera 3-1 en faveur des léopards, bien sûr. Prenez vos drapeaux, prenez vos maillots. Nous tous demain au stade de Martyr pour la consécration des léopards. Nous allons gagner, je donne 2-0. Je pense que ce sera 2 buts pour les léopards, donc la RDC. Oui, 3-0. Moi, je suis convaincu qu'on va gagner par 2-1. Et cette qualification sera dédiée à tous nos compatriotes qui sont à l'Est et qui traversent des moments très très difficiles. Je suis confiant, je ne perds de rien. Je pense que le samedi soir, il y aura la fête sur l'ensemble de la République. Tous les Congolais de la diaspora seront en fête. De retour à son meilleur niveau, les fauves congolais tenteront de réussir ce premier challenge ce samedi sous le coup de 17h au stade de Martyr face à l'équipe du Soudan avant de se concentrer sur les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde 2026 qui sera conjointement organisée par les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Et voilà, nous souhaitons également bonne chance à nos 11e nationales. Où en sommes-nous avec le processus d'avancement de la zone économique spéciale de Maluku? La question a fait le tour de la table lors des 112e réunions du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État. Pas seulement, lors de ce même Conseil de ministres, tous les membres du gouvernement autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont aussi fait le point sur la gratuité de la maternité lancée il y a quelques jours par les garants de la nation. On écoute un extrait de ces Conseils de ministres avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya.
Compte rendu de la 112e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 8 septembre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 112e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté principalement sur 3 points. 1. De l'état d'avancement de projet des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Quelques jours après sa visite à la zone économique spéciale de Maluku, où il avait procédé au lancement de la production de carrelage et des faïences de la société Saphir Céramique DRC, faisant office de première production à voir le jour dans cette zone industrielle, le président de la République a pu s'enquérir du processus global d'opérationnalisation de cette zone économique spéciale et des défis qui restent à relever, notamment la finalisation du processus d'octroi d'un tarif préférentiel de l'énergie électrique afin de garantir la compétitivité de toutes les entreprises situées dans cette zone. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement à la mise en œuvre de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Après avoir procédé au lancement du programme de la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né le 5 septembre 2023, le président de la République a rappelé que ce programme s'intègre dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans notre pays. Une réforme inédite à travers laquelle le gouvernement matérialise progressivement sa vision d'améliorer sensiblement l'accès aux soins de santé de base de nos populations sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement aux couches sociales les plus défavorisées. Il a souligné que ce démarrage effectif des activités relatives à la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né permettra de garantir des soins et des services de santé de qualité à toutes les femmes enceintes lors des différentes phases de consultation prénatale ainsi qu'à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'ouverture prochaine au Tribunal international du droit de la mer de la phase des exposés oraux en l'affaire relative à la demande d'avis consultatif soumise par la Commission de petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. À ce sujet, le président de la République a rappelé que cette initiative décidée par la Commission de petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international au cours de sa 3e réunion tenue le 26 août 2022 tend à déterminer les obligations particulières des États partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans le cadre notamment de la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles que peut avoir le changement climatique, notamment sous l'action du réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer et de l'acidification des océans qui sont causées par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis découvrons cette dépêche. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présente ses condoléances au roi Mohamed VI et au peuple marocain suite au séisme qui a frappé ses pays frères dans la nuit du vendredi à samedi, faisant plus de 800 morts et de centaines de disparus. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de suivre de près la situation, notamment pour connaître les sorts des Congolais vivant au Maroc, estimés à plus de 15 000 âmes. Nos prières pour les victimes et leurs familles. La cellule de communication, présidence de la République, le 9 septembre 2023. Top départ, c'est aujourd'hui que la CENI a ouvert le porte de son bureau chargé d'enregistrer tous les candidats pour la présidentielle de décembre prochain. Je l'ai dit à l'ouverture de ces journaux. Cette opération de dépôt des candidatures va s'étendre jusqu'au 8 octobre. Le premier à ouvrir la balle, Matata Ponyo, déterminé. L'ancien Premier ministre vient de déposer il y a quelques minutes sa candidature à la CENI. Il était accompagné par de militantes et militants de son parti politique.
Nous apprenons aussi un autre candidat vient de déposer son dossier. Il s'agit de Constant Moutamba. Plus de précisions dans nos prochaines éditions avec Teti Samba et Jirese Tofunje. Restons toujours à la CENI pour vous proposer cette fois-ci l'entretien d'hier entre le président de la CENI, Denis Kadima, et l'ambassadeur égyptien. Ce dernier est venu féliciter la centrale électorale pour le travail jusque-là abattu. Retrouvons encore une fois de plus Teti Samba et Jirese Tofunje. Après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement banque syndicale INAP sera cette fois-ci autour d'une table le 11 septembre prochain. Parmi le sujet à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties sur les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. On écoute Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, qui a livré cette information. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs rapports officiellement, la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix tourne désormais son regard vers l'hôpital général de référence des Pandi, situé à Bukavu, pour la prise en charge de toutes les victimes. Les deux parties vont dans les prochains jours signer un partenariat. Décision prise au terme de la visite de la délégation du FONAREF aux installations de cette formation hospitalière. Suivant. Nous sommes venus dans un premier temps, puisque nous sommes dans l'itinérance de 5 provinces pilotes. Nous avons voulu échanger avec le professeur Mukwege pour présenter un peu le FONAREF, la mission et ce que nous sommes en train de faire. Mais surtout, nous le connaissons tous, c'est quand même une personne qui est vraiment crédible, ainsi que sa fondation dans les domaines des victimes, pour qu'ils puissent échanger sur toutes ces questions concernant les victimes et éventuellement voir dans quel sens nous pourrions collaborer étroitement avec le professeur. Il nous a chaleureusement reçus et il nous a carrément dit que c'était une fierté pour lui qu'aujourd'hui le fonds puisse exister et il sera avec nous dans l'accompagnement aussi bien au niveau national qu'international. Donc nous avons vraiment échangé de manière assez riche et très étendue. On a passé vraiment un très bon moment d'expertise. Nous sommes totalement ensemble et il est particulièrement fier que la Première Dame s'est impliquée personnellement pour que ce fonds devienne une réalité. Il n'y a pas eu une seule zone d'ombre entre la délégation du FONAREF et le professeur Mukwege. Il a été parmi les organisateurs également de la table ronde qui s'est déroulée en 2021. Donc il est vraiment prêt à ce que nous accompagner dans, aussi bien au niveau des plaidoyers que dans la méthodologie en matière de réparation. Comment procéder à la transplantation rénale et à la fécondation in vitro? Des sujets qui font débat au cours d'un atelier de plusieurs jours de partage d'expériences entre le médecin congolais et turc. Des travaux qui se tiennent à Kinshasa, comme nous dit Rodé Panda.
La transplantation rénale, la fécondation in vitro ainsi que la médecine générative des cellules souches, ces thèmes étaient au cœur de la conférence qui a réuni au Fleuve Congo Hôtel les experts du centre hospitalier Initiative Plus avec l'appui de médecins turcs et ceux de cliniques universitaires en partenariat avec Livre Hospital dans le cadre de la formation médicale continue telle que voulue par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le docteur Jeff Ntalaja pense qu'il faut des initiatives du corps médical pour sauver la vie de nos compatriotes au lieu de tout attendre du gouvernement congolais. Ce, avant de remercier le directeur de cabinet et représentant personnel du ministre de la Santé publique, Romain Boyaï, pour l'intérêt que la tutelle a accordé à ces assises. Ces derniers en a profité pour féliciter les organisateurs et les médecins turcs pour ces échanges combien riches. C'est une très belle activité du point de vue scientifique. La vision du chef de l'État en ce qui concerne la couverture santé universelle, c'est aussi de renforcer les capacités du pays, non seulement en termes de la qualité des soins, mais aussi de l'infrastructure. La présentation à laquelle j'ai pu assister démontre que nous avons encore un chemin à parcourir dans notre pays pour renforcer notre système de santé. Parce que ces types de présentations, on les voit dans d'autres pays et j'espère que ces types d'initiatives pourront ultimement conduire à réduire les transferts pour soins médicaux de nos compatriotes dans d'autres pays. C'est pourquoi vous avez vu, quand il y a des grandes manifestations, le ministère de la Santé intervient parce qu'il fait partie des hôpitaux qui œuvrent dans le programme qui est tracé par le ministère de la Santé et qui fait partie des hôpitaux qui œuvrent aussi dans la couverture de santé universelle parce que c'est un hôpital public de l'État. Présent à cette rencontre de haute facture sur la spécialité médicale, le président national de l'Ordre des médecins, Bertin Sadi, a salué la contribution de la délégation des médecins turcs. Les cloches de l'école ont de nouveau sonné depuis le lundi dernier et c'est une nouvelle expérience pour certains enfants, beaucoup plus pour ceux de la première année primaire. Les parents plaident pour que ces jeunes écoliers ne soient pas chassés de l'école pendant les 6 premiers mois pour assurer leur bonne formation. On écoute le président de l'ASBEL hors PC qui a lancé ses cris de cœur aux différents responsables des établissements scolaires. Et nous attirons l'attention des parents ainsi que des responsables scolaires à tous les niveaux par rapport aux jeunes écoliers qui viennent pour la première fois à l'école. C'est-à-dire les enfants qui étaient à la maison jusque-là, qui ne savaient rien de l'école, mais ils sont inscrits en première année primaire, d'autres en deuxième, ils sont concernés aussi. Ces enfants viennent avec engouement. Ce n'est pas le moment où il faut chasser ces enfants de l'école. Nous demandons à ce que les responsables scolaires acceptent un moratoire au moins de 6 mois avant que ces enfants soient chassés de l'école pour quelque motif que ce soit. Puisque la période est très délicate pour eux. C'est la période où on apprend l'alphabétisation et le comptage arithmétique. Il y a coupure de la continuité. Ceux qui sont restés en classe continuent, mais eux qui sont allés dehors, on ne sait pas pour combien de jours, quand ils reviennent, un certain nombre de voyelles et de consonnes que les autres ont étudiées, ça leur échappe. Mais l'enseignant ne va plus revenir à ces leçons-là, malheureusement. Même si les parents ont payé, raison pour laquelle on a chassé l'enfant, eh bien, l'enseignant ne revient plus à ce qui est passé. La grosse victime, c'est l'enfant. Ces enfants-là qui ont été chassés, et ils deviennent pratiquement, avec le temps, ils commencent à se désintéresser de ce qui se passe à l'école. Beaucoup d'enfants deviennent des vagabonds scolaires. C'est ainsi que nous demandons aux parents aussi d'être réveillés avec les enfants, qui trouvent des concessions avec les responsables scolaires de façon que l'enfant soit sécurisé. Que les minervales pourraient être payées dans la suite, mais que l'enfant soit vraiment sécurisé pour son bien propre, mais aussi pour le pays. Je voudrais demander les prophètes, les sous-prophètes également, les préfets, les directeurs des études, les directeurs de l'école primaire, les promoteurs. Quand je parle ici, il ne s'agit pas seulement des écoles publiques, il s'agit aussi des écoles privées. La recherche dans la gestion de ressources en eau, sujet principal de la journée portes ouvertes organisée par l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa. Moment propice également pour le responsable de cette école de présenter l'objet social et scientifique de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire, comme nous dit Cédric Kinina dans ce reportage. Investir dans la formation et la recherche pour un accès amélioré au service des ressources en eau, tel est le thème évocateur au centre de cette journée porte ouverte initiée par l'école régionale de l'eau de
de l'Université de Kinshasa. Pour cette école, qui ouvre ses portes au grand public, garantir la durabilité de l'eau est une préoccupation globale, et d'où la nécessité du renforcement des capacités en matière de ressources en eau, d'ailleurs credo de cet alma mater, dirigé par le professeur Raphaël Chimonga. Il était question pour nous de pouvoir montrer les réalisations en termes de recherche, en termes d'innovation de l'école auprès du public, que le public puisse connaître ce qui s'est fait en matière de sensibilisation, de promotion, de valorisation des services de ressources en eau. Nous sommes en train de former les cadres, nous sommes en train de former les scientifiques, c'est pour répondre à un besoin. Et le besoin-là est exprimé par la communauté, le peuple, le public qui est notre client. Moment choisi également pour l'ambassadrice de l'Éthiopie en RDC, Fortuna Dibako Cesare, d'inviter les États africains à une collaboration en matière de gestion de l'eau qui doit être source de paix et de développement et non des conflits. Après les allocutions, s'en est suivi une visite qui a commencé par les instruments et appareils de travail de haute technologie que dispose cette école avant la présentation des produits par les étudiants dans le cadre de leurs travaux de recherche. Par ailleurs, l'école des ressources en eau est une institution supérieure qui propose des programmes de formation en ressources en eau pour répondre aux besoins et compétences des acteurs de la gestion de l'eau en Afrique et par ailleurs dans le monde. La direction provinciale de l'Office congolais des contrôles OCC sensibilise les opérateurs économiques au respect des normes et la certification de leur production locale. Objectif, le rendre beaucoup plus compétitif sur les marchés internationaux. Et c'est le vice-gouverneur de cette province qui a ouvert ses travaux en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Regardons. Lancement ce vendredi 8 septembre à Goma de la mutuelle financière des femmes africaines MIFA Goma par le ministre national des Finances Nicolas Kazadi. Cette mutuelle facilitera l'autonomisation des femmes qui auront la possibilité de bénéficier des crédits. Et la présidente du conseil d'administration de la MIFA Goma, Joséphine Saouda Kaongia. Je suis convaincue que lorsque la MIFA Goma donnera des outils et des ressources nécessaires aux femmes, elles seront capables, chacune à son niveau, d'apporter la plus-value au sein de la société. Le vice-gouverneur de province, Ekouka Lipopo, a souhaité un succès à ces projets qui concourent à l'autoprise en charge des femmes. Qu'au moins une fois, nous pourrions suivre ce projet pour que nos femmes, nos mamans du Nord Kivu, ne soient pas déçues. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a salué les efforts de ces femmes entrepreneurs dont les initiatives attirent l'attention du gouvernement. Nous répondons aux besoins exprimés par les mamans elles-mêmes. Dans ce cas de Goma, la priorité était les équipements. Nous avons appuyé pour les équipements, les logiciels, etc. Dans un deuxième temps, il y aura le bâtiment. Mais pour Goma, on a eu la chance d'avoir la FEC qui a donné le bâtiment. Pour d'autres territoires, parfois nous intervenons pour le bâtiment. En plus de cela, nous sommes en train de concevoir différents produits financiers, des formes de prêts adaptés selon chaque environnement, pour que les mamans puissent avoir accès à des ressources et faire grandir leurs activités. Le ministre Nicolas Kazadi a ensuite effectué une visite guidée dans les différents appartements situés dans l'enceinte de la FEC. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre le lancement de la mutuelle financière de femmes africaines MUFA. Ce projet a été lancé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Poursuivons ce journal. C'est une première et historique pour la province du Haut-Ouélé. La province va dans le prochain jour se doter de son premier plan de développement. La mission de son élaboration est confiée aux experts du ministère national du plan et ceux du PNUD. Ils sont déjà arrivés sur place et ont échangé avec le ministre provincial en charge du plan. Regardons. C'est sur instruction de l'autorité provinciale empêchée que le ministre provincial du plan, Patrick Bekaneni, a présidé le jeudi 7 septembre 2023 à la salle Kibali du gouvernorat une séance de travail à l'intention de la délégation mixte experts du programme des Nations Unies pour le développement PNID, ministère national du plan, en présence de ses collègues de finances François-Xavier Koubélé et de Raphaël Marie Massoki Atambana, porte-parole du gouvernement provincial. Au menu, les préparatifs des travaux d'élaboration du plan de développement du Haut-Ouélé indique le patron provincial de tutelle Patrick Bekanini. Le 21 juillet
2023, son Excellence Monsieur le Gouverneur Christophe Bassia Nenanga, en séjour à Kinshasa, avait approché Madame le ministre d'État au plan afin de réquisitionner un certain nombre d'experts qui viennent appuyer la province du Haut-Touélé dans l'élaboration de son tout premier plan de développement. Pour la réussite de ces projets, Dia Diankoï rassure de l'accompagnement du ministère national du plan. Dans ces travaux, comme nous savons que la planification, elle est une matière à compétences exclusive aux provinces, le gros travail que nous faisons, c'est le transfert de compétences à travers le renforcement des capacités. De son côté, Diono, chef de bureau terrain PNID et responsable du PIRED Haut-Touélé, revient sur l'agenda de cette activité. Ce n'est pas la première fois que nous accompagnons le gouvernement en RDC. Ici, au niveau de Haut-Touélé, en mobilisant les experts au niveau de Kinshasa, de PNUD, nous avons accordé qu'ils seront déployés la semaine prochaine pour accompagner cet exercice initié par le gouvernement provincial. Signalons enfin que ces travaux s'étaleront sur 30 jours après leur lancement dans les tout prochains jours par le gouverneur Christophe Bassia Nenanga. Vous l'aviez constaté lors de la diffusion de l'élément de la CENI, il s'est posé un problème du son. Nous excusons pour ces désagréments. Cette fois-ci, nous allons revenir avec cet élément où le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur égyptien. Ce dernier est venu féliciter la centrale électorale pour le travail abattu jusque-là. Je reste au Fondjé et Teti Samba pour le reportage. Premier tête-à-tête ce vendredi 8 septembre 2023 entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo. Par cette rencontre à 4 mois des scrutins, Echam El Mekwad, chef de mission diplomatique égyptienne, a eu des assurances auprès du président de la centrale électorale pour la tenue des élections dans le délai. Monsieur le Président m'a gentiment donné un exposé sur le travail de la CENI depuis ces derniers mois, la situation aussi sur le terrain. On doit féliciter sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, avec tous les défis bien sûr, les défis logistiques, géographiques, mais on a vraiment confiance qu'un très bon travail va être fait par la CENI. Le diplomate égyptien a montré l'intérêt de son pays de renforcer la collaboration avec la République démocratique du Congo. Si on aborde les relations entre les deux pays, c'est des relations très haut niveau qui datent depuis les années 60. Donc bien évidemment, le Congo, le RDC, c'est un pays qui nous intéresse. Donc on s'intéresse avec tout ce qui se passe dans ce pays. Et bien évidemment, s'il y a des élections présidentielles, c'est un sujet qui nous intéresse. Présent à cette rencontre, le questeur adjoint de la CENI, Mme Sylvie Biremba-Nobalumi. Politique à présent, en mission de vulgarisation de réalisation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Sud-Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe a expliqué à la population de Bukavu le pourquoi de son choix porté sur le chef de l'État lors de la prochaine présidentielle. Annie Balaka et Romain Bouta nous en disent long. Cette marée humaine témoigne l'attachement de ce peuple à son leader politique Vital Kamerhe. Bien que surpris par sa visite, la population de Bukavu est venue spontanément voir de leurs propres yeux ces fils du terroir en visite officielle dans ces coins de la République. Nous sommes le 6 septembre 2023. Aussitôt arrivé dans la terre de ses ancêtres, le docteur Vital Kamerhe s'est rendu au marché des chômeurs situé à Founou pour lancer les travaux de la modernisation de ces lieux de négoce délabrés qu'il finance personnellement. Ici, le pacificateur a expliqué à la foule le pourquoi de son choix porté sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une occasion pour lui de montrer à la population de Bukavu les différentes réalisations et projets en cours d'exécution dans la ville de Bukavu. Chimpunda enyanya sisi wote nyuma ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles et de centres de santé construits ici au Sud Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu. Avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des victimes des tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pierre Pai Pai, décédé dernièrement.
Rappelons que le pacificateur a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi et le vice-gouverneur Marc Malago, en compagnie d'autres officiels de la province, du secrétaire général de l'UNC Billy Kambale, ainsi que des cadres et membres de l'Union pour la nation congolaise. Politique encore, et cette fois c'est pour finir. État des lieux et réalisation sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était au centre de la matinée politique organisée par le corps d'élite scientifique de l'UDPS, selon le directeur général adjoint de l'Office de route, qui était l'invité du jour. Dans 5 ans, le chef de l'État a déjà doté la RDC de plus de 305 ponts. Alain Bikaï était sur place. Lors de son accession au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait le désenclavement de la République démocratique du Congo l'une de ses priorités. Par le biais de l'Office des routes, les gouvernements de la République avaient signé les contrats avec une société française pour la construction des ponts. C'est dans cette optique que le corps de l'élite scientifique de l'IDPS a échangé avec le directeur général adjoint de l'Office des routes, professeur Célestin Ekoto, sur l'état des lieux des ponts en République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une méthode comparative, le numéro 2 de l'Office des routes a fait savoir à l'assistance que c'est une première dans l'histoire de cette entreprise de réaliser ce genre de projet. À 5 ans de pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi a déjà doté la République démocratique du Congo de 305 ponts, une performance inégalable. Le premier lot de 100 ponts est déjà sur place, dont 40 sont déjà installés dans les différents territoires de la République. Progressivement et selon les besoins, plusieurs coins du pays seront désenclavés. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que dans un quinquennat, le président Félix donne à sa population 305 ponts. S'il faut faire un pas en arrière par rapport à son prédécesseur, pendant 18 ans, l'Office de route, par les biais des trésors publics, n'a acheté que 4 ponts. Pour sa part, le coordonnateur scientifique, professeur Jean-Marie Béat, invite le pouvoir public à appuyer cet établissement. De lancer un appel aux autorités pour que la plupart de ces ponts soient réalisés par des entreprises purement congolaises. Si tous les scientifiques emboîtaient les pas à cet organe technique de l'UDPS pour mettre leurs connaissances au service du peuple, la RDC serait déjà décollée. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Il a été réalisé par Atasha Machini Nacha Kumpava. La partie technique a été assurée par Jedon Kola et Héritier Katendi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h. À 19h et 20h, Sandra Nyangitabou. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.